Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, c'est votre code d'accès à la planète info. Et nous passons tout de suite au sommaire de cette édition. La Chine, le plus gros pollueur de la planète, s'engage à consommer 20% d'énergie propre à l'horizon 2030. Reportage au cœur du désert de Gobi, là où se dessine le futur du mix énergétique chinois. 20 ans après la signature des accords de Dayton qui mettaient fin à la guerre des Balkans, la Bosnie-Herzégovine ne s'est toujours pas vraiment remise de ce conflit. Le 12 octobre 2002, l'Indonésie est frappée par le terrorisme de masse. Plus de 200 morts dans des attentats visant 2 bars de l'île de Bali. 13 ans plus tard, les touristes sont de retour, mais pour les rescapés, la douleur est toujours là. Direction ensuite Boskep, dans les monts des Flandres, à la croisée des routes européennes. Cette auberge familiale qui porte une étoile au Michelin. Ici, on y savoure sans artifice une cuisine de terroir, presque populaire. Et direction enfin le pôle Sud pour une expédition exceptionnelle en Antarctique avec une équipe de scientifiques qui étudie les conséquences du réchauffement climatique. La province de Gansu, frontalière avec la Mongolie, illustre les efforts récents et frénétiques de Pékin pour développer les énergies renouvelables et surtout le solaire. La Chine, plus gros pollueur de la planète, s'est engagée à consommer 20% d'énergie propre à l'horizon 2030. Mais le solaire, aux côtés de l'éolien, représente seulement 2% de son mix énergétique. Alors, dans le Gansu, encore plus qu'ailleurs, la Chine met des moyens considérables pour verdir son énergie. Cette région a installé en 4 mois autant de panneaux solaires qu'en compte la France au total. Les autorités chinoises comptent franchir la barre des 45 gigawatts d'énergie solaire produits cette année pour devenir le premier pays producteur d'énergie solaire. Reportage au cœur du désert de Gobi, là où se dessine le futur du mix énergétique chinois. Pendant des siècles, le désert de Gobi n'était que cela. Une vaste étendue rocailleuse, peuplée d'habitants paisibles. Mais ces dernières années, de nouveaux venus s'installent au pied des dunes, des milliers de panneaux photovoltaïques. Ce parc s'étale sur 5 km². Les Chinois se convertissent à l'énergie solaire et la province du Gansu est à la pointe de cette révolution menée au pas de charge. Ici, c'est parfait pour le solaire. C'est une région pauvre avec des terres arides. Il y a beaucoup d'espace disponible et un très bon ensoleillement. Dans les mois à venir, nous allons agrandir ce parc. Comme ça, nous allons pouvoir suivre la stratégie nationale de développement des énergies propres qui a été insufflée par le gouvernement. À elle seule, cette région produit 5 gigawatts d'électricité solaire par an, soit plus que l'ensemble de la production française. Et Pékin voit encore plus grand. L'objectif est d'atteindre 45 gigawatts à la fin de l'année. La Chine détrônerait alors l'Allemagne, pays champion du monde du solaire. Et dans les campagnes reculées du Gansu, cette énergie venue du ciel fait de plus en plus d'adeptes. Comme M. Wang. Il vit dans un village de 1000 habitants et sur son toit, une citerne d'eau chauffée par le soleil. Une nouveauté pour ce restaurateur encore peu habitué aux énergies vertes. Le système fonctionne tout au long de la journée et on obtient de l'eau chaude très rapidement. Je ne peux pas vous dire le prix exact car je ne sais plus combien je payais auparavant. Mais en tout cas, ce n'est pas gratuit, ça c'est sûr. Le solaire coûte même très cher. L'État chinois subventionne les 2/3 de la production, un effort à la hauteur des ambitions du pays. Pékin s'est engagé à produire 20% d'énergie propre en 2030. Elle représente aujourd'hui seulement 2%. Alors les Chinois accélèrent, y compris dans la fabrication des panneaux solaires. L'usine Yingli, leader mondial du photovoltaïque, située à Baoding, à 150 km de Pékin. Une véritable ville dans la ville, avec ses propres noms de rue. Il y a environ 30 000 employés qui travaillent ici. Le secteur a souffert. En 2013, l'Union européenne dénonce une concurrence déloyale des panneaux chinois, trop subventionnés. Bruxelles impose donc des sanctions. Les ventes s'effondrent et entraînent la faillite de plusieurs firmes chinoises. Chez Yingli, l'activité reprend doucement des couleurs. 3000 panneaux sont fabriqués ici chaque jour.
et le premier constructeur mondial devrait renouer avec les bénéfices cette année. On a atteint des pics de production en 2012 et 2013. Ensuite, l'activité a baissé, mais elle est bien repartie. On continue de toujours beaucoup vendre à l'étranger. Et puis la demande intérieure ici en Chine est de plus en plus forte. Pour moi, l'industrie photovoltaïque a vraiment fait son grand retour et je suis très confiant pour les années à venir. Malgré ces perspectives encourageantes, le Gansu dépend toujours des énergies fossiles. Sa capitale, Lanzhou, compte 3 centrales à charbon extrêmement polluantes. Leur fumée encombre le ciel et bien souvent cache le soleil si précieux du Gansu. Novembre 1995, c'est sur une base militaire de la ville américaine de Dayton que prennent fin 3 longues semaines de négociations. Les célèbres accords de Dayton 1 visent à mettre fin à la guerre qui ravage la Bosnie depuis 3 ans, un conflit qui achève la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Ces accords de Dayton prévoient une partition territoriale à peu près égale entre une entité croato-bosniaque et une entité serbe. 20 ans plus tard, la République de Bosnie-Herzégovine a certes tourné la page des conflits armés, mais la guerre pèse encore lourdement sur la nature même de ce pays. Car il n'y a pas un, mais des États éclatés qui sont retranchés derrière des lignes de fracture communautaires, religieuses et ethniques. En revanche, partout le même constat, chômage de masse et presque aucun horizon économique pour les nouvelles générations. Regardez cet éclairage signé Clovis Casali et Julien Sauvager. Avant la guerre, Sarajevo était surnommée la Jérusalem des Balkans. Une ville où catholiques, orthodoxes et musulmans cohabitaient en paix. Mais les accords de Dayton ont créé des frontières ethniques au sein même de la Bosnie-Herzégovine. La guerre a provoqué le départ de milliers de Serbes et Croates. Conséquence, la population de Sarajevo a changé et serait composée aujourd'hui d'au moins 80% de musulmans. Lors du siège, le général Jovan Divjak combattait du côté bosniaque. Serbe d'origine, il déplore les divisions politiques qui freinent la reconstruction. La guerre a défiguré la ville à l'image de cette ancienne université. On n'a pas encore trouvé un donateur qui veut reconstruire ça. L'État ne peut pas le faire? L'État, je vous ai dit que l'État ne fonctionne pas. Pourquoi? Car ils sont représentants de 3 peuples. Les Serbes s'intéressent pour les Serbes de Republika Srpska. Les Croates un peu de l'endroit, c'est Herzégovine, c'est l'endroit Bosnie centrale où sont les Croates en majorité. Et puis les Bosniaques sont, quand on parle un peu de gouvernement, ils ne peuvent pas décider eux-mêmes. Si les accords de Dayton de 1995 ont mis fin aux violences, ils ont aussi créé un pays divisé, avec 2 entités bien distinctes. D'un côté, la République serbe orthodoxe de Bosnie, de l'autre, la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec majoritairement des Bosniaques de confession musulmane, ainsi que des Croates catholiques. L'époque de la grande Yougoslavie unie avec le maréchal Tito semble bien loin. Sa petite-fille Svetlana Broz parcourt le pays à la rencontre de jeunes Serbes de Bosnie qui souvent ignorent tout des Bosniaques, alors qu'ils vivent dans le même pays. Chacun reste dans son coin. La faute aux politiques et aux accords de Dayton, selon elle. Les partis politiques qui ont organisé et combattu sont restés au pouvoir après la guerre et Dayton grâce à la communauté internationale. Imaginez une seule seconde si à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Alliance avait permis à une majorité des proches d'Hitler et au Parti national-socialiste de rester au pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Ces dernières années, la crise économique n'a fait qu'aiguiser les tensions. En 2014, Sarajevo était le théâtre de manifestations violentes, avec des jeunes réclamant des emplois et la fin de la corruption qui gangrène la politique bosnienne. Dans la République serbe de Bosnie, les nationalistes au pouvoir revendiquent leur indépendance et partout, l'extrémisme semble gagner du terrain. Biljana Despotovic est née à Sarajevo. Cette jeune Serbe de Bosnie a dû fuir la ville pendant la guerre. Elle a peur pour son pays. Parfois, j'ai l'impression que les jeunes ont beau vouloir faire avancer les choses, ils ne peuvent pas, car l'ancienne génération tente de les influencer et de les ramener dans le passé et dans la guerre. Pour les politiciens, c'est une bonne situation.
Ce sont les politiques qui créent tout ça. Oui, ce sont eux qui manipulent et tirent les ficelles, malheureusement. Avec 2 entités, 2 parlements et même 2 services postaux, la Bosnie-Herzégovine est un État qui fonctionne mal, avec une communication difficile entre les ennemis du passé. La population ne rêve que d'une chose, un gouvernement au service de tous les citoyens. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.